Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, merci de préférer Golf TV Africa. Merci de prendre ce rendez-vous de Morning Live. Rendez-vous de Morning Live qui nous permettra, en première partie, de parler des démocrates qui aujourd'hui, tentent d'adopter la politique de la chaise vide véritablement au niveau de l'hémicycle à Porte-Novo pour répondre aux différentes exactions que de l'autre côté en commun par rapport au choix qu'il faut effectuer véritablement dans cet hémicycle par rapport donc à un certain nombre de questions d'actualité. Nous parlerons en deuxième partie de la crise qui secoue le Sénégal aujourd'hui avec le rocambolesque feuilleton donc Ousmane Sonko. Nous parlerons de ça en long et en large au cours de cette émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de Valentin Adibocha. Valentin Adibocha, bonjour. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour le plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. N'est-ce pas? Alors, en face de vous, nous avons Aristide Kanoussou. Aristide Kanoussou, bonjour. Bonjour Modeste Dossa Anouanou, bonjour le plateau et bonjour à tous les amis téléspectateurs, auditeurs, internautes. Merci donc à chacun de vous d'être là. Spérois Oussinou également est sur ce plateau, il répond présent. Spérois Oussinou, bonjour. Bonjour Modeste, bonjour aux téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent en ce moment. Heureux d'être avec vous ce matin, Modeste. N'est-ce pas? Heureux également d'être avec vous sur ce plateau. Ce plateau qui fera son plein dans un petit bout de moment. Oui, Valentin Adibocha, un mouton qui dirige les lions ne pourra jamais remporter une guerre, mais un lion qui dirige des moutons devra véritablement remporter forcément une guerre. Valentin Adibocha, la pensée, elle est de vous. Absolument. Oui. Bon, la pensée n'est pas de moi, c'est une pensée chinoise. Et ça dit exactement ceci. Un mouton qui dirige 1000 lions n'a aucune chance de remporter la guerre. Mais un lion qui dirige 1000 moutons a de fortes chances de remporter un combat. Pour dire quoi? Pour dire que c'est la tête, n'est-ce pas, qui guide le reste des mouvements du corps et qu'il faille donc trouver des gens sérieux pour prendre la direction des choses et ça permet de décoller. Ça permet forcément de prendre les bonnes décisions parce que des bonnes décisions prises dépendront donc les actions exécutées ou implémentées pour permettre, n'est-ce pas, de réussir une mission. Donc c'est forcément de la qualité, n'est-ce pas, de la tête que dépend, n'est-ce pas, le comportement de la troupe. Si les décisions prises ne sont pas coordonnées, cohérentes et tout le reste, c'est que tout risque, n'est-ce pas, de tomber dans le décor et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est parce qu'on se souhaite véritablement. Valentin Adibocha, oui, Spérois Oussinou, vous avez suivi la pensée. Un mouton qui dirige 1000, un lion ne pourra jamais remporter une guerre, mais un lion qui dirige 1000 moutons devra forcément remporter une guerre. C'est ça, la pensée. Il faut de sérieuses personnes à la tête, des groupes, des institutions de nos pays pour conduire à bon port la politique étatique. Il faut de têtes pensantes pour diriger un certain nombre de choses. Je pense que Valentin a raison quand il dit qu'il faut quand même mettre en place, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut afin de conduire le navire à bon port, tout simplement. Afin de conduire le navire à bon port, oui. Aristide Kanoussou, vous êtes également sur ce plateau. Vous avez suivi cette pensée que, Valentin Adibocha nous a proposé pour l'émission d'aujourd'hui, une pensée chinoise. Vous l'avez certainement bien digérée. Oui, je pense que c'est tout à fait vérifié. Et ce n'est pas pour rien que le poisson pourrit par la tête. C'est que c'est dans la tête que réside toute la matière grise. C'est justement pour ça que le poisson pourrit par la tête. Et si la tête n'est pas bien faite, ou que tout ce qui constitue le corps que doit contrôler cette tête-là n'est pas en harmonie avec tout ce qui se fait de l'autre côté, de la partie supérieure, vous vous en doutez que tout est voué à l'échec. C'est pour cela que cette pensée nous renvoie à une vie en société, notamment à une vie dans un milieu entrepreneurial, ou peut-être même à une vie sous un régime démocratique où un chef a la vision, un chef a le programme, et programme bien mûri, ambitieux, mais si ceux qui l'entourent, ceux qui l'encadrent ne sont pas dans cette vision,
c'est vrai qu'il aura des difficultés. Mais puisque lui, il est convaincu de sa vision, eh bien, il lui sera peut-être plus ou moins facile d'avancer. Donc, c'est vrai, si le mouton ne réfléchit pas trop vite, si le mouton n'a pas la carrure, n'a pas la force d'avancer ou de faire avancer les lions, ce n'est pas évident que la réussite puisse se frapper à la porte. Mais le lion, quand on sait qu'il a une force indescriptible et une endurance qui ne dit pas son nom, alors là, on est déjà assuré ou rassuré du fait que la réussite n'est pas loin. N'est-ce pas? Oui. Merci. Dans ce contexte, il est question de stratégie. Oui. Il est question de réflexion, il est question d'anticipation. Et ça, l'Afrique en a grand besoin. L'Afrique a besoin des hommes qui réfléchissent, qui planifient, qui prennent des décisions et qui prennent le devant. L'Afrique en a besoin. Et ça, on peut dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui le comprennent, comme le peuple sénégalais, comme les gens comme Sonko, les gens comme les jeunes, n'est-ce pas? Y'en marre qui avait entre-temps aidé Macky Sall à venir. Ces gens-là ont compris qu'il faut prendre le devant du combat pour restaurer, n'est-ce pas, les principes démocratiques dans leur pays. Et je pourrais rajouter, Valentin, en disant que l'Afrique, en réalité, n'a pas besoin des hommes forts. On a besoin d'institutions fortes qui prendront des décisions en faveur du peuple. Et c'est ça, nos dirigeants doivent pouvoir le savoir. Les hommes et femmes désignés dans certaines institutions doivent pouvoir savoir que force reste à la loi et non dresser le tapis, dresser les lauriers à des hommes au détriment des institutions qui représentent les fondements d'une république. Merci à chacun de vous. Merci. Merci pour cette introduction qui nous permet d'aborder le premier sujet, Valentin Dibochat, les démocrates et la politique de la chaise vide au niveau de l'hémicycle à Porte-Nouveau. Valentin Dibochat, j'ai le sentiment, je peux me tromper, que tout se passe comme si aujourd'hui, au niveau de l'hémicycle à Porte-Nouveau, nous sommes toujours dans une assemblée monocolore, puisque visiblement, les démocrates n'ont pas droit de citer dans cet hémicycle-là à Porte-Nouveau. J'ai le sentiment. Je peux me tromper, Valentin Dibochat. A priori, on ne pourra pas dire que tout se passe comme si on était dans la 8e législature. Ce qui se passe, c'est une question de compréhension des textes votés par les députés eux-mêmes. Au départ, il était question, n'est-ce pas, de respecter la présence de la minorité à l'Assemblée nationale. Alors, toute la question se trouve dans quel poste réservé à la minorité. Parce que ici, on a un système où 2 partis ont 28 députés. Deux partis, donc chacun a 28 députés, et un autre qui en a le reste. Lors des attributions, n'est-ce pas, des sièges à l'Assemblée nationale, on a été confronté à un problème. Faut-il laisser, n'est-ce pas, la présidence d'une commission à la minorité opposante? À cette question, les députés de la majorité disent non. Et ceux de la minorité opposante disent oui. Puisque nous sommes la portion congrue de l'Assemblée nationale et que la loi dit qu'il faut respecter la configuration, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, il serait, n'est-ce pas, de bon ton qu'on nous accorde une place pour qu'au niveau, n'est-ce pas, de la réunion des présidents de commission, et qui est quand même une instance supérieure au niveau de l'Assemblée nationale, on puisse avoir un des nôtres. Pour les opposants de la majorité, c'est prendre des risques. Prendre des risques parce que on craint que la prééminence, n'est-ce pas, l'opposition s'impose, bien qu'étant minoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais les gens de l'opposition disent qu'il y a une question de jurisprudence, puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive, n'est-ce pas, dans un contexte comme celui de l'Assemblée nationale, dans un contexte politique comme celui béninois. Et qu'en son temps, la plupart des gens qui composent l'opposition étaient alors majoritaires, ont fait des concessions pour permettre, n'est-ce pas, à cette configuration-là d'avoir place. Nous sommes dans les questions de test. Nous sommes dans des débats de test. On n'a pas fini de régler ça. La question est allée à la Cour. La Cour a demandé à l'Assemblée nationale de rectifier le tir. Mais ce que la Cour dit, ce n'est pas forcément
ce que disent les démocrates. Ou ce que veulent les démocrates. Ce que veulent les démocrates. Oui. Mais ce que la Cour dit, c'est de leur permettre, n'est-ce pas, d'être présents dans la configuration de ces commissions-là. Or, tout est parti du refus de la minorité opposante d'obéir à ce principe, puisque là, si c'était ça, c'est ce que les autres leur avaient proposé. Vous ne prenez pas la tête des commissions, mais on vous permet d'occuper des postes. La preuve, il y a des postes qui sont vides jusque-là. Mais puisque ce vide n'entrave pas le bon fonctionnement des institutions, n'est-ce pas, des commissions, ils les ont gardés en l'état. Donc c'est une question de lecture de texte. Et au cours, n'est-ce pas, de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle, le problème est revenu en surface, puisque l'opposition estime que c'est de droit qu'on doit lui permettre d'avoir un représentant à la Cour. Je ne voudrais pas jouer à l'avocat, mais je voudrais qu'on regarde un peu la chose. N'oubliez pas que la Cour constitutionnelle a un rôle important lors des élections. Les élections communales, bon, pas trop, mais les élections législatives et présidentielles, la Cour constitutionnelle joue un rôle prépondérant. Et que la présence, n'est-ce pas, de différentes forces qui composent l'Assemblée nationale permet au moins d'avoir un regard sur ce qui se décide au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez l'enjeu? Autrement dit, lorsque vous êtes présent là, vous êtes au fait de ce qui se passe. Vous savez les décisions qui seront prises. Vous contrôlez l'appareil d'État. Puisque les recours de la Cour, les décisions de la Cour sont sans recours. Vous comprenez un peu? C'est là toute la pertinence de la revendication, n'est-ce pas, des députés. Et peut-être on va revenir sur ça. Lorsque vous regardez la liste qui a été publiée, n'oubliez pas qu'il y a un élément de la Sénat qui a été démembré pour rejoindre, n'est-ce pas, les nouveaux conseillers de la Cour. Et donc, celui qui a été choisi n'est pas un député désigné. C'est un député élu par ses pairs. Pas un député, un conseiller élu par ses pairs. C'est là toute la problématique. Quand vous regardez un peu, on a du mal à lire entre les lignes le comportement, n'est-ce pas, de ceux qui désignent. Merci Valentin Dibochat. Espérons aussi, nous. Je l'avais dit tout à l'heure que tout se passe comme si nous sommes toujours dans la 8e législature. Valentin Dibochat n'a pas été d'accord avec moi, mais je continue d'avoir ce sentiment puisqu'aujourd'hui, les députés de la minorité sont carrément mis de côté sur les nombreuses décisions qui ont été désormais prises au niveau de l'hémicycle à Porte-Nouveau. Cela pose un problème véritable. Les tests de la République sont-ils respectés selon vous au niveau de cet hémicycle-là à Porte-Nouveau? À mon humble avis, modeste de Sadiwa, donc je pense que les tests de la République sont respectés. Nous sommes dans un état de droit et vous savez qu'au Parlement, c'est le haut lieu de la politique. Au Parlement, nous avons l'opposition, nous avons la minorité parlementaire et nous avons la majorité parlementaire. Et dans toute démocratie, c'est comme ça que cela fonctionne. C'est vrai qu'avec l'effectif des députés du Parti Les Démocrates aujourd'hui, on ne sent pas qu'il y a une opposition véritable au Parlement, tout simplement parce que la majorité est en grand nombre. Et dans la désignation, dans le processus de désignation des membres des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, le problème s'est posé. Les démocrates ont exigé avoir ne serait-ce qu'une présidence parmi les 5 parlant des 5 commissions au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Alors, dans la désignation des membres du bureau de l'Assemblée nationale, il y a eu, un consensus. Les députés de la mouvance sont quand même le bureau de la représentation nationale a respecté la configuration du Parlement, il faut dire, parce que dans ce bureau, il y a un représentant de l'opposition politique. Justement, c'est ce que je dis. Il y a un représentant de l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et dans la désignation des membres des différentes commissions, les députés du Parti Les Démocrates ont exigé des choses. Nous sommes en démocratie. Il y a la loi de la minorité et de la majorité. Et ceux de la majorité ont estimé que
eh bien, les démocrates ne pouvaient qu'avoir des postes comme secrétaire de commission, rapporteur, etc. Mais ils n'ont pas voulu. Là, c'est la loi de la dictature qui règne au niveau de l'hémicycle. Ce n'est pas la dictature. C'est la loi de la dictature en définitive. Nous sommes en démocratie et on l'a dit qu'en démocratie, c'est la loi de la dictature qui en démocratie, c'est la loi qui prédomine. C'est pas la dictature qui prédomine, mais il y a la majorité, il y a la minorité. Moi, j'aurais souhaité que une majorité qui phagocyte tout le monde. C'est ce que vous voulez dire? Moi, j'aurais souhaité que les différents camps puissent s'entendre. Vous savez, on a désigné, on a envoyé nos représentants, nos élus à l'Assemblée nationale, non pas pour des intérêts personnels, mais pour défendre la nation, pour défendre l'intérêt de la République. Alors, refuser un poste, moi, j'estime que c'est la défense de l'intérêt personnel. Alors, rapporteur d'une commission, les gens estiment que c'est rien du tout. On veut forcément avoir la vice-présidence ou la présidence d'une des commissions. C'est légitime, mais ils devraient pouvoir savoir que c'est le peuple qui leur a donné mandat pour siéger au Parlement. Nous sommes en politique. Il faudrait pas que les gens se l'oublient. Il y a la majorité, il y a la minorité, et chacun devra pouvoir rester dans son couloir. Généralement, qu'est-ce qui se fait? Valentin l'a dit il y a un instant. Ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui étaient de la majorité. On a vu ce qui s'est passé. Et il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui, aujourd'hui, cette décision-là, les députés de la minorité, les députés du Parti Les Démocrates surtout, brandissent donc cette décision de la Cour constitutionnelle qui estime qu'il faut respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et dans la désignation des membres des différentes commissions de l'Assemblée nationale, il y a eu une décision. La Cour a estimé qu'il faut laisser carrément les postes de président et reprendre les autres postes. Mais si tel est le cas, en quoi on aurait avancé? On n'aurait pas avancé. Nous sommes dans une république. Le débat initial est parti de là. Tout est parti de... Justement, c'est ce qui a amené les députés de l'opposition à saisir la Cour constitutionnelle. Et sur ce point précis, j'ai dit, moi, que la Cour a fait de la politique, la Cour n'a pas dit le droit. Si la Cour devrait dire le droit, Valentin Dibochat, la Cour aurait dû demander que l'on reprenne définitivement le processus et permettre au moins aux députés de l'opposition politique d'avoir un poste de président au niveau des commissions de ce Parlement. Oui, nous sommes dans une république et on estime que quand il y a problème, quand il y a difficulté, il faut faire recours à la Cour. Alors, de quoi se plaint-on? Pourquoi on se plaint? Quand on est en difficulté, quand on est en désaccord, on se réfère à la Cour. Justement, vous faites recours à cette situation où l'on dit les décisions de la Cour sont sans recours. Véritablement, Spérois aussi, nous, c'est dans cette dynamique que vous êtes en train de vous inscrire. Je vous reviens tout à l'heure. Oui. Serge Vivien Couillemont, vous êtes également sur ce plateau. Serge Vivien, au niveau de l'hémicycle à Porte-Nouveau, Aristide Canousso brûle d'impatience. Je viendrai vers lui tout à l'heure. Oui. Serge Vivien Couillemont. Il ne brûle pas d'impatience, c'est que la parole reviendra. Oui, les députés de l'opposition politique aujourd'hui sont obligés de jouer le dernier rôle, c'est-à-dire ils sont là pour faire du civisme, à mon avis. Ils auraient dû ne pas donc, prendre part au débat au niveau de l'hémicycle que de déclarer complètement, totalement forfait. Et on comprendra parce que là, aujourd'hui, les députés de l'opposition politique jouent un dernier rôle. Non, je ne partage pas votre point de vue parce que nous sommes en démocratie. Et comme l'a dit Spéro tout à l'heure, en démocratie, c'est que la loi de la majorité prime sur la minorité. Mais on permet à la minorité de s'exprimer. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la minorité... la minorité s'exprime, mais ce n'est que des coups d'épée dans l'eau, ça n'a aucun effet. Non, c'est une question de stratégie, c'est une question de lobby. C'est vrai que chaque parti politique, chaque groupe parlementaire, ils ont leur système. Mais comme on l'a dit, en démocratie, il y a la majorité qui prime sur la minorité. Maintenant, vu ce qui se passe aujourd'hui, quitte aux députés, comment on appelle, de l'opposition politique, de pouvoir trouver les stratégies pour amener ceux de la majorité à pouvoir les accompagner au niveau de leurs idées, de leurs décisions. Sans ça,
aujourd'hui, parler de dictature et autres, non. Moi, je pense que jusqu'à l'instant, on reste au niveau de la démocratie qui est là. Et lorsqu'on prend les décisions de la Cour constitutionnelle, s'il faut reprendre, parlant bien sûr de la décision DCC 2354 du 9 mars 2023 de la Cour constitutionnelle qui ordonne donc la reprise. Moi, je pense que ce qu'il fallait faire à ce niveau, c'est que, comme l'a dit Valentin, si comment on appelle ça, au niveau de la décision, les sages de la Cour avaient dit qu'il fallait reprendre totalement, comment on appelle, les élections. Jusqu'au poste du président, et après la reprise, on se retrouvait encore au même cas de figure, on allait comprendre. Mais il se fait que la Cour constitutionnelle, à travers donc la décision que je viens de rappeler, cette décision du 9 mars 2023, dit qu'il faut reprendre les autres postes, mais laisser le poste du président. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on est obligé de respecter cela. On est obligé de se conformer à ça parce qu'on dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Merci, Chef Vivien Kouimon. Aristide Kanoussou, vous êtes également sur ce plateau. Aristide Kanoussou, ce n'est pas facile aujourd'hui aux députés de l'opposition politique de vivre dans l'hémicycle à Porte-Novo. Les députés de l'opposition politique des Jardins quittent l'hémicycle tout le temps, les uns derrière les autres, parce que ne sont pas d'accord sur la manière dont les choses se passent au niveau de l'hémicycle à Porte-Novo. Est-ce qu'aujourd'hui, les Bédinois peuvent dire qu'ils ont une Assemblée nationale digne de ce nom? Aristide Kanoussou. Merci beaucoup, Modeste Anivanou. Je voudrais d'entrée saluer la restauration mécanique de l'animation de l'Assemblée nationale que nous avons connue depuis le 12 janvier 2023. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la 8e législature nous a habitués à une assemblée monocolore. Et ceci, c'est grâce à la même Cour constitutionnelle qui, en 2019, a initié le certificat de conformité à la charte des partis politiques, qui a permis aujourd'hui aux partis les démocrates de pouvoir quand même accéder à l'Assemblée, accéder au challenge électoral, puisque si ça ne tenait qu'à la Direction générale des impôts, ce parti ne serait pas représenté à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc il faudra féliciter, pourquoi pas, la Cour constitutionnelle et tous ceux qui ont œuvré pour que nous ayons cette transfiguration aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Moi, j'estime que avec ce beau départ de la 9e législature, il faut le reconnaître, pour commencer, l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, a adressé 6 questions au gouvernement, 6 questions pertinentes d'actualité, et ce n'était pas gagné d'avance à la 8e législature. Je dis 6 questions pertinentes et d'actualité. Pertinentes, c'est la pertinence qui est le problème. Et je pense que on a parlé d'explosion de top fort, la situation du terrorisme, ce qui n'a jamais été fait, d'accord, la lutte contre la cybercriminalité, etc., etc. Et le Parti des démocrates aussi a soumis 12 questions résumé autour du drame de Daza. Tout ça, c'est à saluer, ça participe de la vitalité justement de l'Assemblée nationale. Avant de poursuivre, vous savez que nous avons repris aujourd'hui, où nous voyons les plénières en direct. Tout ça aussi, c'est à féliciter. Nous voyons les plénières en direct aujourd'hui, en direct sur la chaîne Hémicycle. Donc ça n'était pas gagné d'avance. Alors, la chose que je voudrais relever avant de passer à votre question, c'est que le service de l'information de l'Assemblée nationale doit se prendre au sérieux. Doit se prendre au sérieux parce que quand vous allez sur le portail web de l'Assemblée nationale, qui est une assemblée, une institution digne du nom, vous remarquez dans la rubrique patrimoine et histoire que nous sommes toujours à la 7e législature, que la 7e législature est toujours en cours et que nous avons toujours 83 députés à l'Assemblée nationale. Il va falloir que le service digital puisse se prendre au sérieux et réactualiser toutes ces données-là. Je pense que c'est très important. Mais à observer de près, tel que vous avez commencé par le dire, moi-même au départ, j'ai pensé qu'il y avait une politique de chaises vides que les démocrates appliquaient, parce que, le jeudi 16 février, ils n'ont pas voulu assister à l'élection des membres des commissions permanentes jusqu'à la fin. Et maintenant, le jeudi 4 mai aussi, c'était la même chose. C'était les 2 fois où ils ont véritablement boudé. Mais qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'on en arrive là? Et je vais vous donner mon point de vue avant de justifier. Je pense que les démocrates sont brimés. Les démocrates sont brimés dans leurs droits et cela dénote de l'élection uninominale
qui a ses conséquences aussi, l'élection uninominale qui fait prédominer le pouvoir de la majorité. Et c'est Caruso, vous perdez de vue qu'on a dit déjà sur ce plateau que nous sommes en démocratie. En démocratie, la minorité fout le camp. Non, pas le camp. La minorité donne son point de vue. La minorité donne son point de vue. C'est mon point de vue personnel. La minorité fout le camp en démocratie en République du Bénin. La minorité ne doit pas foutre le camp parce que, eh bien, quand vous allez à l'article 15A, 15.1A du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est dit clairement, le président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin uninominal secret et à la tribune. Et à l'article 15.2A qui dit les autres membres du bureau sont élus poste par poste dans les mêmes conditions au cours de la même séance. Ce qui veut dire déjà que la règle qui a été appliquée pour l'élection du bureau sera appliquée pour l'élection des membres de la commission. Et plus loin, là où se situe le nœud, c'est dit à l'article 15.2B qui dit l'élection de deux vice-présidents, des deux vice-présidents, des deux questeurs, des deux secrétaires parlementaires a lieu en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique. C'est-à-dire que l'article 15.2b dit clairement que tous les partis doivent se faire représenter, que ce soit minorité ou majorité. Donc la configuration là doit dessiner, la configuration politique doit dessiner que ce soit majorité et minorité. Donc pourquoi on a appliqué ça pour l'élection des bureaux et on refuse d'appliquer ça pour l'élection des présidents des membres de la commission? Vous voyez, ce que les démocrates réclament, ils ont dit clairement, nous voulons un président de commission. Nous voulons 2 rapporteurs, un président de commission et une vice-présidente, 2 rapporteurs. Alors que nous avons 5 commissions. Les 5 commissions ont 5 bureaux. D'accord? Et là, ça veut dire que sur le poste de président qui réclame, sur 5, il réclame un seul poste de président. Sur le poste de vice-président, il y a 5 postes de vice-président. Il réclame seulement un seul poste de vice-président pour une vice-présidente. Et pour les rapporteurs, nous avons premier rapporteur, deuxième rapporteur. Ce qui veut dire qu'il y a au total 10 rapporteurs pour les 5 commissions. Ils réclament seulement 2. En quoi est-ce que c'est exagéré? Moi, je n'ai pas compris en quoi est-ce que c'est exagéré. Alors, quand on regarde de plus près tout ce qui a été brandi comme argument, d'ailleurs, il faut faire remarquer que ce n'est pas que les démocrates qui ont déposé le recours par rapport à cela. Il y a quelques jeunes à Abomey Calavi qui ont déposé un recours par rapport à ça pour dire que la forme avec laquelle les élections ont été faites, c'est inconstitutionnel. Alors, je vais justifier pourquoi est-ce que tout ceci est allé à compte courant. Le président de l'Assemblée, très rapidement, le président de l'Assemblée nationale, dans son explication, en réponse, bien évidemment, au recours qui a été adressé à travers son organe représentant, a dit que la jurisprudence de l'Assemblée nationale a été respectée. Il a dit que la jurisprudence a été, comment on appelle? Il a dit que la procédure de l'élection a été bien suivie. Et que la jurisprudence de la Cour n'a pas pu être respectée parce que les démocrates ont vidé la salle. Figurez-vous, entre petites parenthèses, quand vous raflez le poste de président, vice-président, premier rapporteur, deuxième rapporteur, vous voulez quoi? Il faut voir les choses de façon claire. Spero a dit tout à l'heure qu'on leur a proposé poste de rapporteur. Nulle part on ne l'a proposé poste de rapporteur. Nulle part on ne l'a proposé poste de rapporteur. Ils ont été confinés dans les postes de secrétaire. C'est-à-dire que quand les autres tiennent leur séance, c'est les démocrates qui vont tenir le secrétariat. Eux seront là pour noter et rapporter. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et le président a dit que la jurisprudence n'a pas été respectée parce qu'ils ont vidé la salle. Mais Akhenaton et Hassan Seibou, qui sont les présidents de groupes parlementaires UPI et BR, eux, ils ont dit qu'aucun test ne permet de pourvoir à un poste sans passer par les élections. Et ils ont dit aussi qu'aucun test ne fait obligation aux députés de discuter autour des postes à pouvoir dans les commissions. Et dans le même temps, ils ont dit, toujours en réponse à ce que nous disons, c'est dans le rapport, dans la décision de la Cour constitutionnelle, ce sont les arguments qu'ils ont utilisés. Et bien dans le même temps, ils disent qu'ils ont quand même fait l'effort de respecter les droits de la minorité en tenant une réunion au bureau de l'Assemblée, du président de l'Assemblée nationale. Vous dites qu'aucun test ne permet la chose, mais vous allez tenir une réunion et vous dites que pour respecter les droits de la minorité,
Vous avez dit qu'il n'y a pas de test en la matière, mais vous avez même reconnu qu'il y a un droit à respecter et vous allez faire une réunion pour respecter ça. Déjà, il y a une contradiction dans cela. Et il y a les sieurs Lambert, en tout cas tous les présidents des commissions au niveau de la mouvance, eux, ils ont dit que, bon, les élections se sont déroulées chacun dans les commissions permanentes, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Ils sont allés même jusqu'à dire que la jurisprudence a été respectée. Là, ils sont en contradiction avec ce que le président a dit. Ils sont en contradiction avec ce que le président est plus loin. Ils ajoutent que c'est au cours de l'élection, ils se sont rendus compte, arrivés au niveau du poste de secrétaire, ils se sont rendus compte que mais depuis là, les démocrates n'ont pas gagné de poste. Et c'est là qu'ils ont suspendu les élections pour dire, bon, les démocrates, venez prendre les postes de secrétaire. Les autres vont refuser. Comment se fait-il qu'au niveau de l'élection du président, vous ne vous êtes pas rendu compte que les démocrates ne sont pas représentés? Au niveau des élections des vice-présidents, vous ne vous êtes pas rendu compte de cela. Premier rapporteur, deuxième rapporteur, vous ne vous êtes pas rendu compte de cela. Et c'est arrivé au niveau de secrétaire que vous vous rendez compte que ces gars-là, ils n'ont pas de représentants, il faut les faire représenter. Avant d'aller plus loin, ou avant de vous laisser circuler la parole très rapidement, le président de l'Assemblée nationale a dit, reprenez les élections, sauf les présidents. Mais ils ont repris la Cour constitutionnelle, reprenez les élections, sauf le président. Oui. D'accord? Même dans cette décision, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais ils sont allés reprendre, figurez-vous, ils ont refait la même chose. Ils ont bloqué jusqu'au dernier rapporteur et ils ont laissé encore la portion congrue de secrétaire aux démocrates. Et ils sont obligés, quand vous arrivez au deuxième rapporteur, pourquoi attendre encore l'élection du secrétaire? Vaut mieux de bouder. Et jusqu'à présent, parce que M. Valentin Djiboucha disait qu'il y a des postes qui sont encore vacants au niveau des commissions. Ce n'est pas des postes, c'est le poste de secrétaire. Et il n'y a personne pour occuper ça. Pourquoi eux-mêmes, ils n'ont pas candidaté là-dessus? Donc, on va revenir sur les détails tout à l'heure. Je voudrais dire que, contrairement à ce qu'a dit Aristide dans son dernier développement, effectivement, la majorité a proposé le poste de rapporteur à la minorité. Parce que, en croit le premier secrétaire parlementaire, le professeur Maoyon Kapo, il a clairement dit, et c'est sur la page YouTube de la télévision Hémicycle, les démocrates ont dit que le poste de rapporteur n'est pas celui qu'ils désirent. C'est clair et net. Parce que, dans le développement d'Aristide tout à l'heure, effectivement, les tests ne prévoient pas qu'on discute pour l'élection aux différents postes. Il faut que, quand on lance l'élection, que chaque groupe, que chaque parti puisse proposer des candidats, ce qui a été fait. Et malheureusement, les démocrates ont été tout le temps battus, vous voulez dire? Les démocrates ont été tout le temps battus. Malheureusement, la majorité est un grand nombre. C'est ça le truc. Et puis, il y a eu des postes de secrétaire qui ont été laissés aux démocrates. Ils n'ont pas voulu occuper ces postes-là. Et dans le rapport... Comment vous expliquez oui, Valentin, vous permettez. Dans le rapport présenté par le premier secrétaire parlementaire, c'est ce qu'il a clairement dit à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il dit, mais est-ce que ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité? Non, mais voyez même déjà les faits. D'accord? Il dit qu'on leur a proposé le poste de rapporteur. Autrement dit, c'est dit, on leur propose. C'est ce qu'on leur propose qu'ils prennent. C'est ça? Nous sommes d'accord qu'il y a eu un lobby. Ça, c'est clair. Quelle que soit votre obédience, arrivez à l'Assemblée nationale, vous formez un corps. Et vous devez d'abord passer par cela. Ils ont pris par là. Ils se sont rendus compte que la partie majoritaire, le parti politique qui a la majorité des députés, a raflé tous les postes. Et il leur a laissé les portions congrues. Ils se sont offusqués. Mais dans la matérialisation, vous avez dit que le professeur Maoyon Kokpa a dit que, eh bien, on leur a proposé le poste de rapporteur. Pourquoi, lors des élections, ils ne se sont pas arrêtés au niveau des rapporteurs, au niveau de l'élection des rapporteurs, pour dire, eh bien, venez. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés là? Et c'est au niveau des secrétaires qui se sont arrêtés, ils ont suspendu l'élection pour demander aux gens de venir. C'est la preuve que c'est une manipulation, tout simplement. Oui, de l'opinion. Moi, je veux faire observer ceci. Les démocrates ont 28 députés au niveau de l'hémicycle à Porte-Novo. Le BR, 28 députés. Et les autres, eh bien, l'Union progressiste de renouveau, ils ont la part du lion. Est-ce qu'on ne peut pas tenir compte, eh bien, de ce nombre de députés, eh bien, par parti politique pour faire les répartitions? Si le BR prenait donc 3 commissions, il restera, eh bien... Il y a 5 commissions. Il y a 5 commissions. Ou si le BR prenait 2 commissions, ils peuvent donner 2 commissions également, eh bien, à leurs homologues du BR.
et on donne une commission, comment on appelle, aux démocrates, et la question est résolue complètement et totalement. Mais pourquoi cette gourmandise au niveau de l'hémicycle à Porto? Pourquoi la tendance à tout prendre, à tout régenter au niveau de la République désormais et au niveau de l'hémicycle? Cela transparaît tout le temps dans les positions qui sont prises par rapport aux désignations. Non, moi je pense qu'en fait, on ne voit pas l'enjeu. Tout ce que nous disons là, en fait, les gens ne sont plus en 2023. Hein. Ils ne sont plus en 2023. Ils balisent déjà le chemin pour 2026. N'oubliez pas qu'en 2026, ce sont des élections générales. Autrement dit, on va renouveler toute la classe politique du Bénin, à commencer par, n'est-ce pas, les élus locaux. Lorsqu'on commence par les élus communaux, jusqu'au niveau, n'est-ce pas, des élus, jusqu'au niveau de l'élu présidentiel, il y aura un renouvellement global. Donc ici, les enjeux, ce n'est plus, nous ne sommes plus en 2023. Et lorsque vous lisez, en réalité, moi, j'ai du mal à comprendre comment on explique l'article 15 2B, l'élection des 2 vice-présidents, des 2 questeurs et des 2 secrétaires parlementaires a lieu en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas seulement là on a évoqué ça. Plus loin, la plupart des élections au niveau des postes obéissent à ce principe. Est-ce que vous comprenez ça? Puisqu'ils ont dit que les élections se font avec la même formule. Absolument. Du bureau. Oui, donc, vous comprenez? C'est la même Alors, règle. À partir du moment où... Ça a été respecté. Comment? Non, est-ce qu'on s'entend d'abord? Si on s'entend, est-ce qu'on se comprend? Si on se comprend, ce que ça veut dire pour moi, néophyte, n'est-ce pas, des questions de droit, mais béninois, donc conscient, n'est-ce pas, de l'obligation qui m'est faite par la loi de connaître les questions de droit. Si l'élection du bureau obéit à un principe, les autres postes devront obéir au même principe. Valentin, mais là où on ne se comprend pas, oui, Valentin, il y en a qui disent que ça ne concerne pas le poste de président. Mais à partir du moment où on veut l'article 15.2.a dit les autres membres de bureau sont élus poste par poste dans les mêmes conditions au cours de la même séance. C'est-à-dire que les mêmes conditions que... on prévalue à l'élection du bureau. Du bureau. Et donc, quand on parle comme ça, le reste, c'est des jeux de mots. J'ai entendu l'honorable Hassan Seydou, qu'on a fait une émission dans la grande contradiction, dire ben, je ne comprends pas. Autrement dit, c'est-à-dire qu'on peut littéralement écraser en tenant compte de l'approche. Si tel est le cas, pourquoi cette loi-là prévoit ça, tout en sachant qu'il y aurait une majorité à l'Assemblée nationale? Mais là, on est en face d'une majorité écrasante. Alors, le principe est simple, hein, si moi je cherche à le comprendre. Le BR a 28 députés. Le BR a un poste de président. Oui ou non? Oui. Alors, pourquoi les démocrates qui ont 28 députés ne retrouvent pas un poste de président? Si on tient compte, n'oubliez pas que la majorité est un ensemble de 2 partis politiques. Si on tenait compte à la configuration politique de l'Assemblée nationale et qu'on considère que les autres ont 28, le BR également a 28, pourquoi, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de la désignation des présidents de commission, on ne leur trouve pas un poste? Nous, on n'est pas dans les considérations politiques, on est juste dans une analyse réaliste. Et si on doit se comporter comme ça, on serait en train de donner raison à Candide Azanaï, qui avait dit que la présence de la minorité à l'Assemblée nationale serait que de la figuration. Je ne rapporte pas mot pour mot ses propos, mais j'interprète ses propos. Il a dit que la présence de la minorité à l'Assemblée nationale ne changerait rien, n'est-ce pas, au comportement. Non, mais c'est pourquoi je disais que nous sommes toujours dans la 8e législature. Et vous avez opposé une forme de non-recevoir à cette affaire. Non, je ne voudrais pas utiliser vos mots, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, développer mon argumentaire. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un contexte démocratique. Et lorsqu'on dit que la configuration, la désignation aux autres postes devrait obéir, n'est-ce pas, au même principe qui ont gouverné l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, cela voudrait dire qu'il faut tenir compte de la présence. Autrement dit, on est dans un cas de figure où c'est la mouvance qui choisit qui occupe quel poste, au fait. Vous comprenez un peu? Un peu comme le scénario qu'on a vécu lors, n'est-ce pas, du positionnement des gens sur les listes, où on a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière qui dit lui il ne peut pas rester sur la liste, bien qu'on était dans le camp de l'opposition. Hein. Lui ne peut pas rester sur la liste, lui, oui, on peut le laisser, il faut remplacer telle personne parce que lui, là, sa tête ne me plaît pas.
Vous comprenez un peu? Comme le petit garçon qui a son ballon et qui désigne qui rentre sur le terrain, aussi bien dans son camp que dans le camp adverse. Mais on n'est pas là en démocratie. Parce que je dis une chose, nous sommes dans les États africains, j'ai l'impression qu'on veut la démocratie, mais on prend la partie qui nous arrange dedans. Et celle qui ne nous arrange pas, on ne prend pas ça. Quand on écrit un texte comme ça, d'abord je prends la mère patrie, la France, quand nous copions. Quand on écrit un texte comme ça, en France, on respecte ça le plus simplement possible. C'est-à-dire on nous amène à nous attarder sur des débats inutiles. On aurait pu respecter l'esprit de ce texte-là, tel qu'écrit, que nous ne serons pas là à parler de ces genres de questions. Alors que les défis qui attendent l'Afrique sont des défis grands et majoritaires. Autrement dit, comment vous concevez que, n'est-ce pas, dans une rencontre de président de commission, la configuration de l'Assemblée nationale ne soit pas respectée? Comment concevez-vous cela? Et on dit non, même s'ils occupent le poste de secrétaire, ils seront présents à la réunion. Mais quel est le poids, n'est-ce pas, de leur voix dans les prises de décision? C'est ça la question. Pourquoi a-t-on peur de voir, n'est-ce pas, un poste de président de commission occupé par l'opposition? Pourquoi a-t-on peur de cela? Ce sont des questions qu'on se pose. On n'est plus là, on n'est plus en 2023. C'est parce qu'on est déjà dans les calculs interdécimaux de 2026. Et c'est les mêmes problèmes qui vont se poser bientôt au niveau des autres institutions. On parle de la Cour. La même réalité est là. Vous ne savez pas le rôle que la Cour joue dans une élection? La Cour constitutionnelle? Attendez, si on doit respecter la configuration politique de notre pays, il faut tenir compte de ces questions-là pour ne pas donner de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale n'est que de la figuration. Et ça, c'est de la démocratie, on l'appelle. C'est de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est la présence de la majorité, de la minorité dans les instants de prise de décision. Ça, c'est réel. On n'est pas dans des postes de désignation. Et le test, ça, c'est un test qui a été révisé. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale porte la signature du président Vlavonou. Autrement dit, ce n'est pas le règlement intérieur, l'ancien règlement intérieur, ça, c'est un règlement intérieur révisé. Vous comprenez? Et je suis heureux que sous la 8e, on puisse prendre des tests comme ça qui restent dans une vision démocratique. Et ça, c'est fondamental. Le reste, ce n'est que de la politique. Et ne donnons pas de l'eau au moulin des gens qui pensent que la politique, c'est l'art de mentir en gardant une sérénité au visage. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, la politique, l'art de mentir avec précision. Pour nous, il est question de faire attention. Et c'est fondamental pour que notre État, pour que le modèle démocratique que nous constituons demeure. Vous comprenez un peu? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les rôles de jeu de chaises. Celui qui a la mouvance aujourd'hui peut banalement se retrouver par la force des choses dans l'opposition demain. Et la jurisprudence aurait voulu qu'on puisse en tenir compte. Je connais des gens aujourd'hui qui sont à la mouvance qui hier étaient à l'opposition. Vous comprenez un peu? Sous Yahi, ils étaient dans l'opposition. Et je connais des gens qui ont totalement remis en cause leurs paroles quand ils étaient dans l'opposition. Totalement. Totalement. Nous, on était là quand on parlait des mercredis rouges. On sait les argumentaires qu'on brandissait. On a vu des gens marcher à l'Assemblée, sur l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez ce feuilleton? On a vu des gens se tenir les mains pour marcher sur l'Assemblée nationale à cause de ce type de questions. Les gens allaient s'asseoir sur les pavés du palais des gouverneurs à cause de la non-prise en compte, n'est-ce pas, de la voix de la minorité. Si vous voulez, demain, en venant ici, je vais vous amener des vidéos. Je ne parle pas des audios, des vidéos qui, n'est-ce pas, rappellent les propos de ces gens-là. Pourquoi aujourd'hui, dans un autre rôle, ils changent totalement leur discours? Pourquoi aujourd'hui, dans un autre rôle, ils tiennent totalement un autre discours? Et ce sont les mêmes acteurs, c'est ça qui est dramatique. Mais il y en a parmi eux qui ne font jamais le jeu de l'opposition. Hein. Dès que l'eau commence par prendre un virage, rapidement, ils prennent la couleur de l'eau et ils avancent dans ce virage-là. Ceux-là peuvent continuer de parler comme ils parlent là. Mais ceux qui savent que les rôles peuvent changer demain, si demain, les choses changeaient et qu'on brimait l'opposition, notre discours ne changera pas, nous. Parce que nous ne sommes pas dans des considérations politiques. Hier, on nous a traités d'opposants. Aujourd'hui, on nous en traite pareil. Et nous, ça ne nous surprend pas. Mais la réalité est là, têtue. Vous comprenez un peu? Et n'oubliez pas que chaque page de l'histoire que nous écrivons, c'est pour la progéniture.
Et ils nous poseront des questions en son temps. Quand ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a le rôle de dénoncer ce qui ne va pas. Et ça, on le fait. Un dernier tour de table, eh bien, pour boucler ce sujet, sinon nous allons nous éterniser là-dessus jusqu'à la fin de l'année 2023. Ça, il ne faut pas se le cacher parce que c'est un sujet qui sera d'actualité tout le temps, toutes les fois où les députés de l'opposition politique vont poser un acte tel qu'ils l'ont fait la dernière fois. Eh bien, ce sujet va toujours revenir. Aristide Kanoussou, de quoi demain sera fait? Moi, Modeste Aniwanou, je suis véritablement, non pas optimiste, je suis véritablement pessimiste par rapport à ce qui se passe au niveau de l'hémicycle. Attendez-vous à des lois scélérates qui sortiront encore de cette Assemblée nationale, puisque les députés de l'opposition politique, à mon avis, n'ont pas le droit de citer. Ils auraient dû rentrer, eh bien, dans une fourgonnette et aller s'asseoir tranquillement chez eux et de laisser cette Assemblée nationale continuer dans sa, eh bien, coloration qu'elle a eue hier. Eh bien, Aristide Kanoussou. Moi, je salue déjà le fait que les députés du Parti Les Démocrates sont présents à toutes les sections. Il y en a qui sont même en mission. Ils répondent à des missions au nom, bien évidemment, de l'Assemblée nationale. Et donc, la politique de la chaise vide dont on avait parlé ou dont les médias en parlent tout le temps n'a pas raison d'être. À défaut, au niveau des deux élections, la première élection pour les membres des commissions permanentes, ils se sont rendus compte qu'au niveau des secrétaires, c'est ce qui leur a été réservé. Ils ont boudé, ils ont vidé la salle. Non, c'est des écrivains. La Cour a demandé de reprendre. D'ailleurs, pour une petite parenthèse, quand vous lisez la décision de la Cour constitutionnelle, il y a eu 3 articles qui résument la décision. L'article 1er dit que la composition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale est régulière. D'accord? La Cour dit que c'est régulier. Tel que c'est fait, c'est bon. Mais l'article 2 dit les demandes en attribution de postes de président et de vice-président de commissions permanentes ainsi que les 3 postes de rapporteurs dans ces commissions à la minorité parlementaire n'est pas fondée. C'est-à-dire la réclamation du Parti des démocrates n'est pas fondée. Mais l'article 3 vient maintenant dire on ordonne la reprise des élections des bureaux des commissions permanentes de l'Assemblée nationale à l'exception de leur président à l'effet de faire figurer dans chacun d'eux un député de la minorité parlementaire. Vous avez dit que l'élection est régulière. Vous avez dit maintenant que les réclamations ne sont pas fondées. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont déjà mis dans la tête de la majorité que donnez-leur tout, sauf président, vice-président, rapporteur. Déjà, quand vous lisez l'article 2 là, c'est ce que ça met dans la tête. Maintenant, vous leur demandez maintenant de reprendre et de leur donner un poste par bureau. Comment? Par commission. Oui, non, pas commission, pardon. Oui. Pas commission. Donc là, la décision de la Cour, vous voyez ce que ça dessine. Vous voyez cette caricature. Mais moi, j'ai espoir quand même que aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, nous avons 28 députés de l'opposition. Nous avons aussi 81 pour la mouvance. Oui. Et l'animation qui se fait aujourd'hui, au moins, est un peu différente de ce qu'on avait vu. Mais on a toujours l'impression que c'est les mêmes qui conduisent le Parlement. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'au niveau des lois ordinaires, des lois organiques, ils ne pourront pas faire leur pagaille comme ils le veulent, parce que les 28 députés auront leur mot à dire. D'accord? Aujourd'hui, ils sont en train d'animer convenablement l'Assemblée nationale, ils posent des questions pertinentes. On a vu, on a comme l'impression que c'est quelqu'un qui a pris, au fait, quand le challenge est venu, les partis de la mouvement se sont réveillés avec des questions aujourd'hui très animées et très pertinentes. Donc moi, j'ai espoir. J'espère quand même que de plus en plus l'animation ira de mieux en mieux. Seulement que quand ceux qui sont à l'extérieur nous observent, parcourent le portail web de l'Assemblée nationale et lisent ce genre de choses, ils vont se dire nous sommes dans quel état, nous sommes sous quel régime. Vous avez vu les 2 présidents de groupe parlementaire de la mouvance, ils ont demandé à la Cour de débouter les démocrates parce que si on leur donnait cette occasion, qu'ils ne finiront pas réclamer le poste de président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Moi, je pense que c'est des arguments justes pour distraire. Et j'estime qu'ils doivent tout faire pour que la configuration de l'Assemblée nationale telle que c'est, on puisse sentir une représentation de toutes les positions et que le débat puisse se mener comme cela se doit. Merci, Aristide Kanoussou. Oui, Spero Awusinou. J'ai entendu un des députés de la majorité parlementaire dire que l'opposition veut bloquer le processus au niveau du Parlement et imposer les postes de son choix. Vous savez, en France, par exemple, lors de
lors du vote de la loi portant réforme des retraites en France, on a vu les députés de la NUPES réagir vertement à l'Assemblée nationale française. Mais malheureusement, pour ces députés en question, la réforme est passée comme une lettre à la poste. Et je voudrais dire qu'en démocratie, c'est comme ça. La loi de la majorité, qu'on soit africain ou européen, ça a été toujours comme ça. Mais nous, dans notre contexte, dans le contexte actuel, il faut faire peut-être des concessions. Il faut que les députés puissent se revoir et discuter. Les tests sont là, on parle généralement des tests, mais il y a également l'esprit de la loi. Alors, parlant de la désignation des députés de l'opposition dans les différentes commissions, Aristide l'a rappelé, le dernier article de cette décision dit qu'il faut laisser ne serait-ce qu'un seul poste pour ces députés. Et j'estime... Dans chaque commission. Dans chaque commission. J'estime que c'est ce qui a été fait. Malheureusement, le poste de secrétaire. Ils ont boudé, ils ont vidé. C'est ce qui, ça n'a pas précisé le poste de secrétaire. Hein. Non, ça n'a pas précisé. Ça peut être vice-président. Ça peut être vice-président, ça peut être président. Mais on a dit que les réclamations au niveau du président, vice-président, rapporteur n'est pas fondée. La réclamation n'est pas fondée. L'article 2 de la décision dit que ce n'est pas fondé. Je ne m'en tiens pas seulement à un article de la décision. Je prends la décision au complet. Et je pense que les députés de l'opposition auraient dû attendre tout simplement et participer à l'élection, aux différentes élections jusqu'au bout. Subir. Non, pas subir. Non, en fait, quand vous dites subir, c'est comme si à l'Assemblée nationale, il n'y a pas l'opposition aujourd'hui. L'opposition est présente. Elle doit pouvoir rester, participer aux différents travaux. Dans les autres législatures qu'on a eues en République du Bénin, il y avait l'opposition et la mouvance, mais pourtant les choses se sont passées dans les meilleures des conditions. Donc ça a été toujours comme ça. Non, ils n'ont pas eu de poste. Non, ils ont eu de poste. Ah, mais ils n'ont pas eu de poste de président. Non, ils ont eu de poste, Valentin, ils ont eu de poste. Valentin Djibocha, Vivien Kouima a l'air de souffrir véritablement sur ce plateau. Bon, si vous pouvez, bon, parce que là, eh bien, vous avez des gestes là qui peuvent donc, comment on appelle, mettre un peu mal à l'aise les téléspectateurs qui nous suivent. Vous allez continuer, vous restez avec nous sur le plateau, n'est-ce pas? Bon, alors, Valentin Djibocha, vous avez écouté, eh bien donc, Aristide Kanoussou, Spérois Oussinou, le grand défenseur des grandes décisions qui sont prises au niveau de l'hémicycle à Porte-Nouveau. Grand défenseur de la démocratie, s'il vous plaît. Non, je suis démocrate bonté. La démocratie, la béninoise. Oui, démocrate bonté, pas la béninoise. La démocratie reste telle qu'elle est. Démocrate bonté, s'il vous plaît. Oui. Démocrate. Et non, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord. Je m'exprime dans votre dynamique aussi. Démocrate bonté. Vous l'avez écouté. Vous avez suivi ce groupe de mots. Pas de démocrate. Vous êtes démocrate. Je suis un démocrate bonté. Démocrate. Et les démocrates bonté, simplement. Alors, revenons au sujet. Moi, je pense que, pour conclure, on va exhorter les sages de la Cour constitutionnelle, désormais, à vouloir prendre des décisions après des recours. Il faut qu'ils soient réellement, vraiment clairs dans leurs décisions, qu'ils situent correctement les gens. Si la décision de la Cour constitutionnelle avait dit, par exemple, que en reprenant les élections, il faut laisser, par exemple, le poste de... Forcément, vous devez donner le poste de vice-président aux démocrates. Vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je pense qu'on ne serait pas là en train de faire ce débat-là. C'est parce qu'on a dit, la décision a dit, vous reprenez tout, sauf le poste de président. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc moi, pour conclure tout ce qui a été dit, c'est de les inviter désormais en voulant prendre des décisions qui soient vraiment claires, précises, correctement leurs idées. Là, on sait qu'arrivé de l'autre côté, les députés sauront que, ben, écoutez, ce sont jeunes. Avec la décision de la Cour les décisions de la Cour qui sont sans recours, donc on sait que oui, on va là-bas, c'est pour aller prendre tel poste. On a vu, pour permettre aux démocrates de revenir à l'Assemblée nationale, il a fallu que la Cour constitutionnelle puisse reprendre. Et là, la Cour a dit dans quelles conditions il faut reprendre. Donc, moi, je voudrais exhorter la Cour à aller dans ce sens et demander également au président du groupe parlementaire, les démocrates, à revoir son système de lobby, de l'autre côté, et demander aussi à ceux de la mouvance de comprendre que nous devons, à des moments donnés, faire des concessions pour permettre à notre démocratie d'aller de l'avant. Merci bien. Quand vous ne prenez pas aux discussions au niveau de l'hémicycle, quand les députés quittent l'hémicycle, vous les voyez discuter entre eux.
opposition, mouvance, eh bien, c'est dans un méli-mélo terrible que les gens discutent, les gens vont échanger, les gens vont s'asseoir même pour s'appeler le champagne. Eh bien, vous les voyez. C'est à l'hémicycle que les décisions sont prises selon qu'on est du camp de l'opposition politique. Oui, ça veut dire que le lobby, la discussion qu'on mène lorsqu'on doit aller dans la salle, le système, tout ce qu'on fait en amont, n'a pas pris. Donc, il faut revoir maintenant quel système prendre. Vous savez, pour avoir gain de cause, je sais que Aristide, par exemple, pour pouvoir atteindre un objectif, Aristide, il faut passer par Aristide. Ben, je suis ami peut-être à la sœur de Aristide ou au frère de Aristide, qui peut-être quelqu'un qui peut faire fléchir Aristide. Mais je vais utiliser ça pour le bien du commun des mortels. Je pense que je vais agir sur ça pour que celui-là, si c'est celui-là qui doit parler à Aristide, Aristide va comprendre, je vais agir sur ce levier. C'est pour ça que moi je dis, les démocrates doivent revoir leur lobby, leur système de pouvoir négocier, et comme ça, ça va prendre. Merci bien. Valentin Dibouchard. J'aimerais dire à mon collègue démocrate qui est sur ce plateau, n'est-ce pas, Spérois aussi, non, que lorsqu'il fait un développement, je le suis jusqu'à un certain niveau, et il fait un petit bond, comme s'il était tenu par une corde, au fait. Vous comprenez? C'est exactement le comportement de nos amis députés. C'est-à-dire, ils se comportent. Hein, on veut respecter les principes démocratiques. Lorsque vous écoutez les discours sont clairs. Mais à un moment donné, ils font un petit bond, ils les retournent sur leurs propres décisions. J'ai entendu le discours inaugural du président de l'Assemblée nationale. Un discours clair et limpide, inspiré, donnant l'impression qu'on veut aller, n'est-ce pas, de l'avant. Et dans les actes, on a l'impression qu'on n'a pas bougé. Si ça se passe comme ça, on risque de subir ça pendant 3 ans. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. L'esprit de la démocratie, c'est de considérer, n'est-ce pas, de tenir compte de la présence de la minorité pour prendre les décisions. Et pour cela, je me pose une question. Est-ce que les députés, n'est-ce pas, du parti Les Démocrates vont toujours faire la politique de la chaise vide? Ce n'est pas non plus la meilleure formule. Et ça, il faut le leur dire. Ce n'est pas la meilleure formule. On ne peut pas être minorité, vouloir s'imposer à une majorité. Mais quand on est minorité... Je ne suis pas dans une peau de démocrate ici. Quand on est minorité, on trouve des stratagèmes pour faire passer sa voix. Autrement dit, on fait des jeux de couloir. C'est vrai qu'on ne peut pas le dire à la face du monde. On négocie. On négocie. On négocie. On négocie. On négocie. Oui. Mais il faut qu'alors que celui, son interlocuteur, soit disposé à écouter. Vous comprenez un peu? Je veux des députés libres de prendre leurs décisions. Je veux des députés, n'est-ce pas, qui sachent qu'ils sont représentants du peuple et non représentants de partis politiques. Ils sont représentants du peuple. Et à partir de ce moment, ils doivent en tenir compte dans les différents comportements qu'ils adoptent à l'Assemblée nationale. Parce qu'une chose est claire, les pages de l'histoire restent. Forcément, Valentin Dibouchard. Je veux citer un exemple, le professeur Albert Thibault, père son âme, qui lors de la première législature n'hésitait véritablement pas aux heures de suspension et bien des travaux à discuter avec les députés de la mouvance à cette époque pour avoir ce qu'il veut véritablement. Valentin Dibouchard, certes, Vivien Kouimon, Aristide Kanoussou, Spérois ou sinon, nous allons donc changer de sujet et cette fois-ci, nous irons à Dakar au Sénégal. Oui, à Dakar au Sénégal. Il y a eu des morts, Valentin Dibouchard. Oui, il y a eu des morts. Ousmane Sonko a été complètement et totalement donc blanchi. Le verdict du procès de l'opposant sénégalais accusé de viol et de menace de mort est tombé jeudi 1er juin 2023 au tribunal de Dakar. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et acquitté des faits présumés de viol et de menace. Valentin Dibouchard, il faut préciser que pour l'avocat maître Ciré Clédor Ly, les faits retenus pour atteindre l'objectif de privatisation de droit d'être candidat à une élection et de destitution de la fonction de maire de Ziguinchor n'ont jamais fait l'objet d'une instruction ou d'un débat, même hors la présence, la présence de l'accusé. C'est ça, Valentin Dibouchard. Nous allons nous appesantir donc, sur les déclarations de maître Ciré Clédor Ly, à la fin de cette audience, s'il vous plaît, la régie. Cela fait sourire. Il est clair que le complot d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi reste toujours dans ce complot d'État.
tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a plus de 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on. Sans compter qu'il peut y avoir des morts qui ne soient pas encore listés. Et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées. La liberté d'opinion confisquée. Et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations. Aujourd'hui, ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui était faite par l'État du Sénégal au juge n'a pu être livrée. Parce que la marchandise était pourrie. Le viol, la corruption, déjà l'opinion publique avait son opinion là-dessus. Et les juges qui avaient la commande de le condamner n'ont pu donc livrer la commande et ont effectivement confirmé ce que l'opinion avait déjà jugé et retenu. Cependant, il y a eu une substitution de la commande avec une marchandise tout aussi pourrie. Parce que la justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas. Mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire, et l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Cette infraction n'a pas aussi été débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement, puisqu'il a acquitté Ousmane du crime de viol et l'a acquitté et l'a relaxé, n'est-ce pas, de l'infraction de menace de mort. Parce qu'il s'agit de 2 infractions distinctes. L'une, c'est un crime, l'autre, c'est un délit. Il l'a relâché pour tout cela. Mais il fallait que la commande politique, qui est précise et qui, en fait, était de faire en sorte qu'une décision soit rendue pour qu'il soit inéligible, que les juges y parviennent. Voilà pourquoi une commande aussi pourrie que la première a été aujourd'hui déballée, n'est-ce pas, devant l'opinion publique avec une condamnation, n'est-ce pas, pour une infraction pour laquelle il n'était pas poursuivi. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que l'on arrête de s'amuser avec tout un monde. La justice, ce n'est pas un jeu. Et tout le monde a pu voir que la gamine Adji Sarr, qui a été utilisée, qui a été actrice et a joué son théâtre jusqu'au bout, s'est fondue en larmes. Parce qu'elle s'est rendue compte à la dernière heure qu'elle a été utilisée et qu'il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de mal causés, comment dirais-je, au peuple sénégalais. Peut-être que si on lui laisse la vie, si les commanditaires lui laissent la vie, elle prendra ses responsabilités pour demander pardon au peuple sénégalais et leur expliquer ce qu'elle a déjà commencé, ce qu'elle avait déjà commencé à faire et qui a été versé au débat, à savoir que tout cela ne relève que d'un complot d'État. Voilà, Valentin Dibochat, première réaction, vous avez suivi. Ousmane Sonko a été condamné pour des faits qui n'ont même pas été inscrits à un rôle, des faits qui n'ont pas été déférés devant une juridiction. Je suis surpris que c'est au Sénégal
que la justice sénégalaise se comporte de cette façon-là. Une justice, s'il vous plaît, complètement et totalement inféodée au pouvoir de Macky Sall. Je le dis en toute responsabilité, en toute connaissance de cause, sur ce plateau de Gold TV Africa, Valentin Dibosha. Une fois encore, je suis surpris par le comportement, n'est-ce pas, des Africains, en fait, des dirigeants africains. Je suis surpris par le comportement de la justice africaine. Je suis surpris par le retournement de la situation. Quelqu'un est venu au tribunal pour un chef d'accusation et est condamné pour autre chef d'accusation. C'est ça qui est extraordinaire. Il est venu pour des questions de viol. Il est venu pour des questions de viol. Et il en sort avec une question ou des questions de jeunesse, de corruption de la jeunesse. Donc vous entrez dans un tribunal pour un chef d'accusation, vous en ressortez avec un autre. Et ça, ça ne se comprend pas dans un pays comme le Sénégal. N'oubliez pas comment Macky Sall est venu à la tête du pouvoir sénégalais. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, de ce mouvement Il y en a marre. Ces jeunes, aujourd'hui, dont on parle, dont on accuse de corruption, ce sont les mêmes jeunes qui avaient milité pour empêcher la révision de la constitution sénégalaise qui voulait maintenir au pouvoir Abdoulaye Wade. Vous comprenez un peu comment les choses puissent se passer et que des gens disent et se dédisent en l'espace de 10 ans. On est surpris de voir, parce qu'on sait tous que ce procès est un procès politique. Mais Macky Sall, regardez tout ce que cela a provoqué comme conséquence. Ce que le Sénégal a vécu d'hier à aujourd'hui. Mais ça, Modeste Dossay Anouanou, c'est extrêmement grave. Qu'on en arrive, n'est-ce pas, à avoir 9 morts dans des manifestations. Chaque fois que cette affaire de Sonko doit revenir, c'est le peuple sénégalais qui en pâtit. Mais le peuple ne se bat pas pour Sonko. Le peuple se bat pour la restauration de la démocratie au Sénégal. Si on fait ça pour Sonko, c'est qu'on peut... Sonko, lui qui est un homme politique beaucoup bien respecté dans la cité, si on le fait pour Sonko, imaginez le citoyen lambda. Donc le peuple se bat pour la restauration de ses droits. Vous comprenez un peu? Et ce peuple, ça, c'est un peuple qui a refusé de subir, contrairement à d'autres peuples qui ne font que subir. Valentin Dibosha, avant que je ne vienne à VSS, Vivien Kouimon, Aristide Kanoussou, eh bien, dans le code de pénal sénégalais, le délit pour lequel Ousmane Sonko a été condamné, il est mentionné au dernier alinéa de l'article 324, sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessus de l'âge de 21 ans, au-dessous de l'âge de 21 ans, ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans. La peine prévue, les peines prévues sont de 2 à 5 années d'emprisonnement et d'une amende de 3 millions à 4 millions, de 300 000 à 4 millions de francs CFA. Oui, Aristide de Kanoussou, vous êtes blanchi pour les faits pour lesquels on vous a déféré devant la justice. Et voici cette justice qui vous condamne pour les faits qui n'ont été jamais déférés. Je suis fatigué d'être africain, ça je le dis. Je suis fatigué, Aristide Kanoussou, d'être africain parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, nous paraissons désormais ridicules devant les gens qui ont la peau blanche et ils continueront de nous manipuler tout le temps, si tant est que nous nous comportons de la façon où les magistrats sénégalais se sont comportés dans ce dossier de Ousmane Sonko. Aristide Kanoussou. Je suis autant désarçonné que vous, scandalisé par ce qui se fait, ce qui se remarque aujourd'hui au Sénégal. Valentin Dibosha a commencé par le dire. Comment se fait-il que l'opposant d'hier devient aujourd'hui l'oppresseur? On a du mal à comprendre cela. Et c'est vrai, on a du mal à comprendre cela, mais on n'aura jamais du mal à être africain. On sera africain, on va se battre jusqu'au bout afin que l'Afrique puisse retrouver ses lettres de noblesse. L'Afrique qui doit être véritablement ce continent d'exemple, ce continent où les principes fondamentaux sont respectés jusqu'aux dernières lignes prescrites. Je pense véritablement que Ousmane Sonko est condamné. J'ai même entendu le ministre de l'Intérieur qui dit qu'il est condamné par contumace et qu'il est là, mais on n'arrive pas à le prendre. Donc je pense que véritablement le Sénégal
est rentré dans une spirale où il s'offre en spectacle au monde entier. Et notamment, c'est l'image de Macky Sall que nous voyons, puisque il est celui-là véritablement qui doit coordonner les choses de sorte à ce qu'on ait une équitabilité, une démocratie vitale, mais ce qui n'est pas le cas. Effectivement, vous rentrez avec des accusations et vous en sortez avec une condamnation qui n'a rien à voir avec ce dont on vous accuse. Et même quand vous regardez de plus près ce dont on vous accuse, on parle de viol. Et quand vous suivez le récit de la jeune dame prétendue être violée, vous vous rendez compte que c'est une formule bien connue, et cette formule-ci... Vous savez qu'elle a fondu en larmes une fois la décision rendue? Bien évidemment. Elle est même de crocodile. Elle a été tout le temps contredite même par la patronne de l'Institut de beauté, dit ça. Donc j'estime véritablement que là, il y a déjà mal d'ordre. C'est-à-dire qu'ils se sont cassés la figure, ils ont vu qu'il n'y a pas véritablement matière. Mais on doit trouver coûte que coûte quelque chose pour pouvoir condamner le monsieur et l'empêcher. Qu'est-ce qui est là? C'est l'élection présidentielle en vue en 2024. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est ça véritablement ceux qui sont en train de préparer. C'est comme ce que disait Valentin Deboucha tout à l'heure. Il y a 2026 qui est en préparation quelque part déjà ici sous nos cieux. C'est la même chose que 2024 est en préparation là-bas. Et voilà les inconvénients. D'accord? Il y a les pertes en vie humaine, il y a les édifices qui sont saccagés, des mobiliers et tout le reste. Et là, des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine, d'accord? Et toute une ville paralysée. Je pense véritablement que... Et dans tout ça, on a l'impression que, Macky Sall est en train d'employer le thème « je reste droit dans mes bottes », en quelque sorte. C'est ce qui se lit dans son comportement. Mais là, il est en train de fuir. Il doit fuir. Mais je pense véritablement qu'on doit pouvoir stimuler davantage nos chefs d'État en Afrique afin qu'ils puissent prendre conscience de l'enjeu de respecter véritablement la démocratie. Si vous avez délibérément choisi le régime démocratique, donnez-vous les moyens de respecter ce régime démocratique. D'accord? Et je ne vois pas pourquoi est-ce que lui, il n'a pris pas les mêmes moyens pour être là où il est aujourd'hui et qu'il puisse faire obstruction à Ousmane Sonko de s'exprimer librement, de challenger comme cela se doit, afin de pouvoir, pourquoi pas, briguer un mandat présidentiel. Donc ce qui se passe, vous l'aviez dit, on entre avec des accusations et on sort avec une condamnation qui n'a rien à voir avec l'accusation. Je pense que tout est clair dans cette situation. C'est une cabale politique. Espérons sinon, le ridicule ne tue pas en Afrique. Certains Africains ont choisi d'être ridicules. Nous, au Bénin, on n'a pas fait cette option-là. Eh bien, Ousmane Sonko aujourd'hui est traqué de toutes parts avec cette décision qui est prise par la justice sénégalaise. Mais, eh bien, son avocat reste droit dans ses bottes puisqu'il a dit on devra pouvoir lui restituer son passeport. Je remercie au passage la direction générale de Gold TV Africa qui a pris une part active aussi par rapport donc à ce sujet sur Ousmane Sonko qui nous a mis des documents à disposition. Merci donc à cette direction générale. Mais au-delà de tout, pourquoi? Eh bien, dans la recherche effrénée du pouvoir, c'est-à-dire s'accrocher au pouvoir. Pourquoi? Eh bien, on est si tant préoccupé par le pouvoir en Afrique parce que tout ce qui se passe, c'est peut-être parce que quelque part, il y a une main visible qui demande à Macky Sall, écoute, reste encore pour longtemps. Là, lui, Idriss Déby Itno, quand il a déclaré publiquement qu'il a été forcé à rester au pouvoir, qu'on a révisé la Constitution, soit qu'il n'en soit informé, on l'a bousillé. On l'a tué, véritablement. Il a été bousillé en complicité avec des gens de son pays. Suivez mon regard. Oui. J'ai l'impression que nos chefs d'État veulent coûte que coûte s'éterniser au pouvoir, changer nos constitutions, les réviser peut-être notamment pour rester aussi pendant longtemps au pouvoir. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a une tentation de faire exiler des compatriotes, des gens qui pourraient leur poser de problèmes. Il faut les faire exiler pour se faire baliser le chemin. Les cas sont légion. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, par exemple, où par des tractations, Alassane Ouattara a dû faire partie, Guillaume Soro, pour briguer un autre mandat, un troisième mandat. Il est dans l'option de revenir encore et encore. Le cas sénégalais est un cas patent. Macky Sall sait qu'en 2024, en février 2024, qu'il ne reviendra pas.
même si il est candidat face à Ousmane Sonko, il n'y a rien à faire. Le leader du mouvement PASTEF le battra. Il n'y a rien à faire. Et donc, ce sont des options choisies par ces présidents en exercice pour baliser le chemin. Vous savez, j'ai aussi l'impression que quand on enregistre des décès, des dizaines de décès, ça ne dit pratiquement plus rien à nos dirigeants. Des gens sont décédés chez nous ici. Je ne sais pas ce que ça... le retour que nous avons eu au Sénégal, Aristide l'a dit, Macky Sall dit qu'il reste droit dans ses bottes, alors qu'il y a eu des décès, des familles qui ont perdu des parents. Donc, vous êtes sûr qu'il reste droit dans ses bottes? C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il reste droit dans ses bottes. Et le chef d'accusation, le principal chef d'accusation de viol n'a pas été retenu contre Ousmane Sonko. Et même chez nous, dans nos tribunaux, ça se passe couramment. C'est des faits courants où l'accusé devant le juge, on se rend compte que le premier chef d'accusation n'est pas solide. Des faits. Et puis on requalifie les faits. Ouais. C'est courant, généralement, dans nos pays. Et finalement condamné pour corruption de la jeunesse, avec l'article 324 du Code pénal sénégalais. Moi, ce qui est dommage, s'il vous plaît, c'est que pendant plus de 2 ans, les autorités sénégalaises ont fait croire au peuple africain, elles ont vendu du vent au continent. Et malheureusement, nous avons enregistré assez de morts. On accuse le monsieur pour viol, alors qu'il ne l'a jamais fait, le tribunal l'a reconnu, mais avec des morts enregistrées. C'est ce qui est dommage. Et il faut quand même qu'on trouve une solution au fait que quand on est de l'opposition, puisque Macky Sall était opposant, en venant au pouvoir, il a fait savoir au peuple sénégalais qu'il est, je veux dire, l'alternative, qu'il est la solution pour ces Sénégalais. Mais une fois au pouvoir, nous voyons qu'en réalité, c'est un ange. C'est un démon dans la peau d'un ange. C'est un démon dans la peau d'un ange. C'est dommage pour le continent. Et puis, Sonko perd ainsi son éligibilité si on restait là. Malheureusement pour cette jeunesse sénégalaise qui voudrait un changement à la tête de l'État sénégalais. Merci à vous, Spiro Awoussinou. Et Sonko n'a pas été victime seulement de ce qui se passe aujourd'hui. Il avait été radié. Valentin Dibochat, quand on remonte dans l'histoire, Ousmane Sonko avait été déjà radié. C'est Vivien Kouimon. Comment cela s'est passé? Rappelez-nous, comment cela s'est véritablement passé? Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette radiation avant qu'on ne s'appesantisse véritablement sur ce qui s'est passé pour boucler en beauté cette émission? Oui, je voudrais quand même dire merci aux uns aux autres pour ce qui a été développé. Avant de parler de la radiation, merci à Aristide également. Avant de parler de la radiation, je pense qu'en tant que panafricain, on doit être quand même content de la décision d'une part. Pourquoi? Vous savez, pour moi, je suis content parce que... de quelle décision? Je viens, vous allez comprendre mon idée. Je dis content parce que les chefs d'accusation qu'ils avaient mis contre Sonko pour viol, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. On sait que là, c'est de l'acharnement. Il n'a jamais violé. Il n'a jamais violé et puis on a requalifié les faits. À ce niveau, moi, je me pose la question, où est passée la CEDEAO? L'Union, en tout cas, tout ce que nous avons comme institution, oui. Ça se passe comme ça, on ne dit rien. Oui, la CEDEAO a réagi. Oui, la CEDEAO a réagi, certes, mais normalement, ils doivent quand même aller dans ce pays. Ils doivent appeler Macky Sall qui est quand même... Ils sont partis, certes, mais ils doivent quand même dire à Macky Sall, parce qu'ils sont avec Macky Sall aujourd'hui, pour pouvoir dire à Macky Sall de pouvoir laisser... Ce sont les valets de la France qui sont là. En tout cas, quoi en définitive? Oui, mais sur la question, la CEDEAO a réagi. Oui, sur les violences. Sur les violences. Il y a un communiqué qui a été adressé. Sur les violences, mais ce qui a poussé aux violences,
C'est resté dans le silence. C'est resté dans le silence. Merci beaucoup. Alors, vous avez posé la question par rapport à la radiation de Sonko de la fonction publique par le passé déjà. Il faut dire qu'il y a de cela 10 ans, hein, il était encore inconnu du grand public. C'est sa radiation de la fonction publique qu'il a donc révélé. C'était le 29 août 2016. Alors, monsieur Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et des domaines principal de deuxième classe, deuxième échelon, matricule de solde numéro 604 122-1 est donc révoqué sans suspension des droits à pension pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle prévue donc à l'article 14 de la loi numéro 61-33 du 15 juin 1961, indique le décret de révocation signé donc du président Macky Sall. Alors, il faut dire que cette sanction pour manquement au devoir de réserve fait suite donc à une série de déclarations faites par l'inspecteur des impôts et domaines quelques mois plus tôt, à maintes reprises. Et Sonko a dénoncé qu'il affirme être des scandales de détournement de deniers publics ou d'avantages fiscaux indus, impliquant donc des personnalités du pouvoir. Alors, cependant, Ousmane Sonko nie toute violation du secret professionnel. Il précise s'exprimer en tant que chef de parti politique et évoque donc une disposition de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui oblige tous les fonctionnaires à dénoncer donc toute malversation financière dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. S'il vous plaît, Valentin Diboucha, vous avez suivi? Parce que vous dites qu'il y a des gens tapis et bien dans le gouvernement qui font de la soustraction frauduleuse. On prend une décision pour vous radier de vos fonctions. Valentin Diboucha, cela suppose que Ousmane Sonko était dans le viseur de Macky Sall. Ça date de Mathusalem. Il a touché à un certain nombre de dossiers sensibles. Vous savez que le frère de Macky Sall est impliqué dans la question de pétrole. Vous le savez. Et il y a eu un certain nombre de choses, de faits qui font qu'aujourd'hui, on puisse comprendre que l'acharnement contre Sonko, c'est de l'acharnement politique. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est toute la répercussion que cet acharnement a sur la quiétude et la paix des Sénégalais. Parce que le Sénégal n'est pas encore parvenu. Le Sénégal marche vers le développement. Et tout ce qui se fait là n'est pas de nature à avancer, à faire avancer le pays. Vous comprenez un peu? Un jeune fonctionnaire, quarantaine à peine, qui, n'est-ce pas, a commencé par prendre des prises de décision, mais malgré tout ce qu'on lui a fait, cela n'a pas empêché d'être maire de Ziguinchor. Vous comprenez? Et chaque fois qu'il devra se déplacer, n'est-ce pas, vers Dakar, c'est tout. Vous voyez l'ampleur, l'influence que les actions de Macky Sall ont eue sur les citoyens élus communal, dirigeant, n'est-ce pas, d'une commune au Sénégal, tout ce que cela a eu comme impact sur sa vie. Voici un monsieur qui n'a pas, n'est-ce pas, émis des vœux de fuir le Sénégal et dont le passeport a été saisi. Toujours dans ses affaires, dans ses déboires avec la justice. Sa maison a été gardée. Toutes les rues qui mènent à la maison de Sonko sont gardées comme si, n'est-ce pas, c'était quelqu'un qui est en privation de sa liberté, alors que nulle part, il n'a émis le désir de fuir le Sénégal. Au contraire, c'est quelqu'un qui fait face à la justice et qui a le courage de descendre pour dire à l'armée, vous ne servez pas de la bonne manière. Vous comprenez? On a encerclé sa maison, et du moment où, n'est-ce pas, on estime que les charges qui sont retenues contre lui ne valent plus la peine, son avocat réclame qu'on libère son passeport, qu'on libère les rues qui mènent chez lui parce qu'il est citoyen sénégalais, il a droit, n'est-ce pas, à circuler de manière libre. Alors, lorsque vous regardez un peu les comportements, on se dit, non seulement, au-delà même de l'aspect politique qui est à l'origine, n'est-ce pas, de ces déboires, il y a un problème d'éthique. Lorsque vous voyez les opposants, et je les prends, ils sont un certain nombre, lorsque vous voyez Ouattara et son comportement, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, Ouattara qui a fait partie, je pense que quelqu'un a voté sur ce plateau, le Guillaume Soro, parce que potentielle menace face à Ouattara,
Il a fait partie, le même Guillaume Soro qu'il avait utilisé, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder au pouvoir. Vous vous rappelez ce feuilleton. Et lorsque vous voyez, n'est-ce pas, ces gens comme Ouattara qui, n'est-ce pas, refusent la nationalité à Gbagbo, on se demande dans quel pays on est lorsqu'on sait que c'est sous ce monsieur qu'il a pu obtenir. Donc le schéma Macky Sall, c'est une gangrène qui mine les États africains aujourd'hui et qui montre qu'à l'école de la démocratie, nous avons encore du chemin. Malheureusement, on a l'impression qu'on est en train de donner raison à Jacques Chirac. Merci. Et c'est dommage. Merci Valentin Dibosha. Il nous reste quelques minutes, quelques 2-3 minutes bien, pour mettre un point final à cette émission. Aristide Kamsou, le Sénégal, encore le Sénégal, toujours le Sénégal. À quand la paix au Sénégal, Aristide Kamsou? Vous croyez à une paix? Bien sûr. Je crois à une paix et à un moment donné, je pense aussi que l'opposition doit mesurer les dégâts qui résident dans un appel implicite ou explicite à la mobilisation, à la manifestation, parce que les édifices qui sont détruits, tout ce qui est saccagé, ce sont les frais du contribuable qui finiront par reconstruire tout ceci. Donc il va falloir que l'opposition prenne la mesure des choses en son temps. Mais comment faire? On a dit aujourd'hui qu'on a besoin des institutions fortes, on n'a pas besoin des hommes forts. Mais si les hommes ne sont pas forts, et qui sont flexibles, manipulables, on ne ferait qu'arriver à une justice qui est inféodée au gouvernement. Donc il va falloir une prise de conscience par rapport à tous ces enjeux-là. Merci Aristide Kamsou. Espérons aussi nous, votre mot de fin, c'est terminé. Oui, vivant que la justice se départisse du politique pour que la cité puisse vivre et régner en paix. Valentin Dibosha. J'ai l'impression que le Sénégal est en train de s'embraser et il va falloir éviter le pire. Et pour cela, c'est des deux côtés. Il va falloir que les dirigeants du Sénégal revoient, mettre de l'eau dans leur vin et que de l'autre côté, on puisse amener la jeunesse à s'apaiser. On peut revendiquer sans forcément rentrer dans le chaos. Merci. Donc, pour ça, les deux camps devront, n'est-ce pas, mettre de l'eau dans leur vin. N'est-ce pas? Eh bien, il faut ramener la balle à terre, comme on le dit dans notre jargon de communication. Madame, monsieur, eh bien, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission Money Live que nous avons eu le plaisir d'animer, eh bien, en complicité avec les hommes de l'ombre qui véritablement se sont pliés en quatre pour vous permettre d'avoir les images qui vous sont parvenues dans les meilleures des conditions. Terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour demain, si Dieu le veut.